La publicité, Jean Messia. Les convictions de Macron, c'est du vent. Ça dépend, et la publicité, c'est quoi? Les éoliennes, et la publicité, c'est quoi? Celle-là, elle était vraiment facile. Hein. Comment vous les reconnaissez, ces femmes? Alors, on avance. Vous triez comment les bons voiles et les mauvais voiles? Mais c'est pour ça que vous allez faire un scanner. C'est ça la difficulté dans les deux sens. Vous allez faire un scanner, comment vous... Donc, il faut une mesure générale. Dans aucun programme électoral. Mais le programme sécuritaire d'Emmanuel Macron, vous avez remarqué, c'est un programme de start-upper, en fait. C'est-à-dire, il insiste sur les cyberattaques, et c'est un programme très individualiste sur les violences familiales. Je ne dis pas que ces deux sujets ne sont pas très importants, mais où est la dimension macroéconomique globale de l'insécurité? Cette insécurité au quotidien que vivent les Français. Ils n'en accurent. On passe à autre chose. Jean Messia. Non, mais l'analyse que vient de faire Emmanuel Macron dans l'extrait que vous avez passé, là, elle est hallucinante. En fait, il parle de lui. Il fait une projection absolument parfaite de ce qu'il est lui-même. C'est-à-dire que quand il dit qu'il va à la rencontre du peuple, quel peuple? Des Tout au long de la semaine, il va apporter de baffe. Non, mais là, effectivement, sur la séquence, encore que je ne sais pas dans quelle mesure les gens qu'il rencontre n'ont pas été d'abord sélectionnés, triés, etc., comme il a l'habitude de faire à chaque fois qu'il se déplaçait pendant son quinquennat. Le mépris, quand il dit le mépris qu'il va jamais, c'est quand même lui qui disait qu'ils viennent me chercher. Oui. Vision à la fois angélique, presque de propagande de ce qu'a été le quinquennat de Macron en la matière, puisque... face à vous, à part la propagande, vous voyez, vous m'interrompez, je vous ai laissé parler. Je dis que pendant le grand débat, effectivement, il n'y a pas eu de confrontation spontanée, puisque les gens étaient triés. D'ailleurs, souvenez-vous de cet élu qui avait osé aborder une question qui n'était pas prévue d'être abordée dans un grand débat, à savoir la question de l'immigration. Elle avait été quasiment sortie dehors, manu militari. Donc vous voyez... non, mais la vraie difficulté, c'est qu'il n'a pas fait campagne. C'est-à-dire qu'il fait campagne depuis 7 jours. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose sur, effectivement, le débat, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que le débat a toujours pesé très lourd dans la décision des Français. C'est pour ça qu'il est tant attendu, d'ailleurs, ce débat-là en particulier. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est le remake de 2017, comme ça vient d'être dit, mais surtout parce que tout au long du premier tour, on n'a pas eu droit à débat, étant donné que Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous les deux, ont refusé de débattre. C'était pas comme le premier tour de la présidentielle de 2017, où, avec tous les défauts que ça puisse comprendre, on avait tous les candidats qui ont débattu ensemble à plusieurs reprises. On peut même aller plus loin. Ce que disait Jacques Séguéla, Philippe Bilger, sur l'épaisseur des candidats, l'épaisseur culturelle. Je pense qu'on a changé de monde et qu'aujourd'hui, je dirais que les hommes politiques et les candidats sont plus des xyloclotes, c'est-à-dire des gens qui pratiquent une langue de bois pour rendre... les choses un peu merveilleuses, mielleuses, etc. Mais en réalité, il n'y a plus le fond, il n'y a plus la culture, il n'y a plus la connaissance de l'histoire de France qui faisait qu'un président de la République était, je dirais, la continuité de la France, de quelque chose de... Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, là, pour le coup, je vous rejoins, c'est l'instantanéité du tweet, voilà... Et bien, justement, on va en parler dans un instant. La minute on a un peu perdu là-dessus. Non, mais c'est-à-dire, c'est pas une décorrélation. C'est encore une fois un nouveau signe de la déconnexion de la politique, des hommes politiques, en tout cas, par rapport au terrain. Alors, il y a des hommes politiques qui, effectivement, sont enracinés, pour lesquels, je dis, il y a des hommes politiques qui sont encore enracinés, pour lesquels il y a de vraies convictions, de vraies personnes qui vont défendre leurs convictions, qui a une verticalité. C'est pas seulement d'ailleurs le cas d'Éric Zemmour, on peut aussi évoquer le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui eux ont fait vraiment des campagnes de terrain. Et puis vous avez effectivement la politique qui est un peu déconnectée, un peu gazeuse, où les gens se disent la politique c'est que le vote, donc ils participent pas à des meetings, ils ne font pas de la politique active, leurs convictions ne sont pas telles qu'ils vont se mobiliser pour aller dans des meetings ou pour aller tracter ou pour aller... Jean-Luc Mélenchon ultra mobilisé sur le terrain, il fait plus de 20%. Oui, mais alors le problème c'est que Éric Zemmour a pâti aussi de circonstances... Un Zemmour bashing. D'abord, et puis surtout, il y a le vote utile à la fin. D'ailleurs, ceux qui ont choisi le vote utile se sont pas trompés, puisque finalement, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il n'y a que 400 000 voix d'écart. Donc, vous voyez, voilà, c'est tout. Il y a un vote utile qui a vidé presque la moitié d'électorat Zemmour sur la dernière semaine. Vous êtes raciste. Regardez-vous, vous êtes raciste. Que le vouliez ou non, vous êtes raciste. Si vous pensez que les origines ont une incidence sur l'attitude, vous êtes raciste. À tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui nous ostracisent une partie de la population, jour et nuit, si vous pensez qu'il y a une origine, vous êtes raciste. Est-ce que Mourad Boudjelal dit n'importe quoi, Jean Messia? Écoutez, à mon avis, c'est une succession de truismes. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, si vous pensez que la délinquance est génétique, vous êtes raciste. La question, elle n'est pas là. La question, c'est qui pense comme ça en France? Personne.
Donc en fait, encore une fois, il se bat contre des menaces fantasmagoriques qui n'existent pas. Moi, je crois que le seul et unique racisme qui existe en France, la seule et unique haine qui existe en France, c'est la haine contre la France et contre les Français. Et c'est d'ailleurs, il devrait en parler de toute cette partie de la jeunesse qui est en rupture de la France et en rupture de la République, qui agresse de manière systémique la France à travers ses forces de l'ordre, à travers même les Français lambda qui sont poignardés, agressés, frappés, violentés au jour le jour. Voilà la véritable haine qui explose dans notre pays. Mais maintenant, si on veut couvrir cette haine antinationale, endémique, qui pourrit la France en inventant des haines fantasmagoriques pour les cacher, c'est exactement ça le macronisme et c'est exactement ça la diatribe violente de ce monsieur. C'est-à-dire que ce week-end, il y avait une manifestation dite contre l'extrême droite, 20 ans après celle où à Paris, il y avait 900 000 personnes. Hein. Il y avait 3 personnes. 1er mai 2002, 900 000 personnes dans la capitale. Aujourd'hui, il y en avait, samedi, il y en avait 9 200. Sur Boudjelal, effectivement, on ne peut pas nier que certaines immigrations sont surreprésentées dans les statistiques de la délinquance et de la criminalité. Sans vouloir faire de lien génétique, il y a quand même des statistiques. Regardez la surreprésentation de certaines immigrations dans les prisons, par exemple. Donc dire ça, c'est pas être raciste. Boudjelal veut dire, sauf à dire que le réel est raciste. Parce qu'on est étranger, on ne n'est pas délinquant. Mais personne ne dit ça. Mais sauf que c'est ce qui l'explique. Oui, mais de traduire le décryptage de Boudjelal. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, quand on voit ces images où les forces de l'ordre sont harcelées, attaquées, etc., oui. C'est pas des Scandinaves ni des Danois. Il y a bien certaines immigrations qui sont représentées dans ces phénomènes. Donc dire ça, c'est pas être raciste. Ou alors, il faut dire que le réel est raciste, ce qui est absurde. Comment est-ce qu'on peut sincèrement dire que la jeunesse de ce pays a pour première préoccupation l'écologie quand 25% des jeunes sont au chômage dû ? Enfin, je veux dire, il y a quand même des réalités immédiates qui s'imposent. Bien sûr que si. Le salaire, trouver du travail, réussir ses études. Voilà, c'est pas antinomique. Mais je dis pas que c'est antinomique. Je dis que placer la question écologique au top niveau de toutes les préoccupations des jeunes est une erreur. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est la réalité, même la deuxième chose que je voulais dire, c'est que Emmanuel Macron, en réalité, est tout à fait opportuniste. Il veut piller le programme de Mélenchon pour attirer ses électeurs. C'est le cas de l'écologie, mais c'est aussi le cas de l'islamo-gauchisme. Rappelez-vous cette séquence avec cette femme voilée on va la voir dans un instant. Qu'il qualifie de féministe. Non, c'est elle qui dit qu'il est oui, féministe. Mais justement. Lui, il dit c'est une bonne chose si vous êtes féministe et voilée. C'est pire, il dit c'est beau. Oui, c'est beau. Il dit c'est beau, il la contredit pas. Bon. Donc comme si en France. On peut sur l'écologie. Non, mais attendez. Ce que je veux dire par là, c'est que, attendez, il ne faut pas être un lapin de 6 semaines. Quand Emmanuel, Emmanuel Macron dit. C'était mon anniversaire hier. Ouais, franchement. Peut-être, mais en tout cas sur la politique, quand Emmanuel Macron parle d'écologie, alors que pendant 5 ans, il a quand même un bilan en la matière qui est pour le moins anémique, c'est pas une conversion, il n'a pas vu la lumière, quoi. C'est juste un opportunisme. Non, mais ce qui est dingue, moi, ce qui me surprend, c'est que pendant toute la campagne de premier tour, on nous avait expliqué que les questions identitaires, les questions liées à la place de l'islam, au voile, etc., ça n'intéressait personne, que les Français n'en avaient rien à faire et que la priorité numéro 1, c'était le pouvoir d'achat. Donc ça a écrasé toutes les autres problématiques, à commencer par celle-là. On passe le premier tour. Qu'est-ce qui arrive dans la campagne du second tour immédiatement? C'est les questions identitaires, les questions liées à l'islam, les questions liées au voile. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi le débat a été sur ce terrain-là, mais en tout cas, on voit bien aujourd'hui que c'est une question centrale, prioritaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Si, la deuxième chose, quand cette dame voilée dit à Emmanuel Macron « je suis voilée et féministe », c'est comme si quelqu'un disait « moi je suis végétarien mais j'adore la côte de veau ». C'est quand même assez stupéfiant. Et troisièmement, effectivement... C'est étrange de dire cela. Et troisièmement, effectivement, si je puis dire, Marine Le Pen est en train de se prendre les pieds dans le tapis de prière. C'est-à-dire qu'elle commence par dire que le voile va être interdit. Mais ça ne l'empêche pas de faire un selfie avec une femme voilée dont elle dit qu'une fois que le selfie sera terminé, elle lui mettra une amende. Ensuite, elle nous dit que finalement, la question du voile, elle revient sur une position plus ferme après le premier tour. C'est long. Et ensuite, elle rétropédale. Alors, premièrement, je ne suis pas sûr que Emmanuel Macron il ait été élu pour ses mesures sécuritaires en 2017. D'ailleurs, on lui a reproché, lui-même avait avoué que sur la question centrale du terrorisme, il ne pouvait pas vous faire un programme en 24 heures. Donc, on voit bien que ce qui concerne le régalien et la sécurité, ça n'a jamais été la priorité de Macron. Quant, effectivement, à ce que vous dites et que je partage, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes mesures, mais on n'a jamais de résultats sur le terrain, c'est pour une raison très simple, c'est qu'en réalité, le programme sécuritaire de tous les candidats qui se sont succédés, c'est un programme hémiplégique. C'est-à-dire on met sans arrêt plus de moyens sur le terrain
en tout cas beaucoup moins de moyens que ce qu'on a promis, mais quand même un peu plus de moyens. Mais de l'autre côté, vous ne réglez pas la question migratoire. Or, le problème, c'est que comme vous avez une surreprésentation de l'immigration dans la délinquance et la criminalité, tant que vous ne fermez pas la vanne de ceux qui surreprésentent la criminalité, ben vous êtes condamné à mettre davantage de moyens pour des résultats qui sont de moins en moins positifs. Voilà, donc il faut marcher sur ces deux jambes. Faire un programme sécuritaire ferme et de l'autre côté, arrêter l'immigration et expulser tous les étrangers indésirables qui n'ont rien à faire chez nous pour avoir commis des actes de délinquance ou de criminalité. Marine a quand même une chose à perdre, c'est l'élection. Parce que pour l'instant, elle est perdue. Non, mais Moi, je crois qu'il y a plusieurs choses en 2017 qui l'ont fait perdre. Il y a effectivement le débat, mais il y a surtout l'axe stratégique qui avait été choisi. Comment faire campagne, si vous voulez, sur des questions économiques et encore plus des questions monétaires que de rares spécialistes maîtrisent sur la double monnaie, la sortie de l'euro, etc., alors même qu'on venait d'avoir la séquence des attentats de 2015, de 2016. Il y avait eu le Brexit, il y avait eu l'élection de Donald Trump, il y a eu l'arrivée de Salvini. Elle avait un boulevard sur la stratégie politique à conduire. Elle a mis tout ça de côté et elle a décidé de faire campagne sur des questions monétaires que personne ne comprend. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Cette fois-ci, elle est, on va dire, dans l'axe stratégique qui est le bon. Le pouvoir d'achat, etc. Maintenant, est-ce qu'elle va savoir expliciter et aller dans la granularité la plus fine du développement de son programme, ce qui exige un débat, parce qu'une chose est de passer devant des journalistes sur des sujets en 2-3 minutes qu'ils passent en revue, et autre chose est d'avoir 2h30 où là, il va falloir descendre dans les détails des mesures, etc. Et là, c'est la maîtrise. L'une des mesures clés. Donc, comme si en peut France... rester sur l'écologie. Non, mais attendez. Ce que je veux dire par là, c'est que, attendez, il ne faut pas être un lapin de 6 semaines. Quand Emmanuel, Je vous remercie. quand Emmanuel Macron dit... C'était mon anniversaire hier. Ouais, ça va. franchement. Je vais passer les 6 semaines. Peut-être, mais en tout cas sur la politique, quand Emmanuel Macron parle d'écologie, alors que pendant 5 ans, il a quand même un bilan en la matière qui est pour le moins anémique, c'est pas une conversion, il n'a pas vu la lumière, quoi. C'est juste un opportunisme politique, j'ai dit c'est tout. que c'était La publicité. Les convictions de Macron, c'est du vent. Ça dépend, elles Et la dépendent du vent, c'est publicité, pour ça c'est qu'elle quoi prend les éoliennes, Et la d'ailleurs. publicité, c'est quoi Ça, celle-là, elle était C'est vraiment du vent, facile. Hein. Comment vous les reconnaissez, ces femmes? Alors, On vous allez avance. les trier comment, les bons voiles et les mauvais voiles? mais C'est pour ça que vous avez fait un scanner. C'est ça la difficulté dans les deux sens. Vous allez faire un scanner, comment vous... Bon. Donc il faut une mesure générale. Mais pas forcément dans aucun programme électoral. Mais le programme sécuritaire d'Emmanuel Macron, vous avez remarqué, c'est un programme de start-upper en fait. C'est-à-dire il insiste sur les cyberattaques et c'est un programme très individualiste sur les violences familiales. Je ne dis pas que ces deux sujets ne sont pas très importants, mais où est la dimension macroéconomique globale de l'insécurité? Cette insécurité au quotidien que vivent les Français. Il n'en a cure. On passe à autre chose.